Le journal Patrick Cohen. À la une ce matin, 200 casseurs en garde à vue après la violence parisienne du 1er mai. Emmanuel Macron, depuis l'Australie, promet la fermeté, mais le gouvernement est mis en cause. Le maintien de l'ordre a-t-il été défaillant? On appellera l'ancien numéro 3 de la gendarmerie, le général Bertrand Soubelet. Que font Google, Facebook ou Amazon de nos données personnelles? On devrait le savoir un peu mieux grâce au nouveau règlement européen qui va entrer en vigueur à la fin du mois. Ce sera l'enquête du 8h avec François Geffrier. Dans ce journal, l'Europe qui veut tout changer de son budget, moins d'argent pour l'agriculture et les régions, plus pour la recherche et la défense. Les Français qui n'aiment pas prendre de risques pour leur épargne, nous dira Daniel Fortin, et les Vendéens qui se ruent sur les places du Stade de France pour la finale de coupe contre le PSG dans une semaine. 8h20, notre invitée, la journaliste Sonia Mabrouk, qui publie un roman sur les enfants du djihad, ceux que Daesh appelle les lionceaux, dont la France ne sait pas quoi faire et qui représentent selon elle l'un des points les plus sensibles du malaise identitaire français. La police pensait qu'ils seraient quelques centaines. Ils sont venus à 1200, 3 à 4 fois plus que lors des précédents rassemblements de ce genre. 1200 jeunes, vêtus de noir, cagoulés, lunettes de ski ou masques pour se protéger des gaz lacrymogènes, cocktail Molotov à la main. L'ultra-gauche des Black Blocs a donc réussi à pourrir le défilé du 1er mai. Condamnation unanime, sauf du côté du NPA de Philippe Poutou, qui n'hésite pas à parler de violence légitime. Il y a un ras-le-bol de cette société-là. Il y a des jeunes qui ont envie d'en découdre. Et aujourd'hui, quelque part, cette violence-là, elle est légitime. À côté de la dureté de la vie quotidienne de millions de gens, on voit des richesses indécentes et on voit un gouvernement arrogant qui parade et qui défend cette classe sociale ultra riche. Philippe Poutou, hier soir, là, on devrait voir très vite au tribunal si les casseurs du 1er mai avaient vraiment quelque chose à revendiquer, à légitimer. Ils sont 209 exactement à avoir passé la nuit en garde à vue, d'après le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, après 283 interpellations. À noter qu'il n'y a eu que 4 blessés légers, dont un CRS qui a reçu un pavé dans le dos, et en tout 31 commerces dégradés, dont 2 incendiés, un restaurant McDonald's et une concession automobile. Reportage près du pont d'Austerlitz à Paris, Martin Fenot. Les voitures neuves ont été brûlées devant l'entrée de la concession. Les casseurs ont brisé la vitrine, porté les véhicules sur le trottoir avant de les incendier, raconte le patron Christian Noël. Quand vous avez 30 furieux avec des cagoules qui arrivent et qui veulent tout casser, ils cassent tout. Ils sont rentrés, ils ont tout démoli, ils sont arrivés avec des barres de fer, regardez là comment c'est. Ah mais les voitures, ils ont sorti à l'extérieur, ils ont mis le feu. On fait quoi? Vous avez vu les dégâts là? Ils sont repartis ailleurs, ils ont cassé partout. 100 mètres plus loin, Alexandrine balaye les morceaux de verre éparpillés sur le sol de son café. Des projectiles ont traversé la vitrine. J'entends les gens, ouais, c'est que du matériel, mais pour moi c'est mon outil de travail. Mais là vous pouvez constater qu'il y a quand même 10 vitres de cassées et ça me fait mal, bien sûr, ça me fait mal. La préfecture avait demandé aux commerçants de fermer à cause de la manifestation, mais ça n'a pas permis d'éviter les dégâts, regrette Antoine, le restaurateur d'à côté, installé ici depuis 4 ans. Il y a eu beaucoup de manifestations ici, mais c'est la première fois qu'on arrive à un truc pareil. Et puis quand on voit comment ça s'est passé, on a l'impression qu'il y a du laisser-faire de la part de nos chers gouvernants, quoi. Quand vous avez de nombreux quarts de policiers et qui ne bougent pas, on laisse faire, on peut se poser ces questions. Ce commerçant a déjà envoyé les photos des dégradations à son assureur, mais pour réparer et rouvrir le restaurant au plus vite, il faudra, dit-il, avancer les frais. Martin Fenot, le Premier ministre Édouard Philippe s'est rendu dans la journée, dans la soirée avec Gérard Collomb au commissariat du 13e arrondissement pour remercier les forces de l'ordre, se féliciter qu'il n'y ait pas eu de blessés et déplorer des polémiques. La droite avec Laurent Wauquiez parle de faillite de l'État régalien. L'extrême droite avec Marine Le Pen dénonce la mansuétude, voire la complicité du pouvoir de gauche. Du coup, à l'autre bout de la planète, Emmanuel Macron, qui disait hier qu'il ne voulait pas rester à regarder la télé, a dû réagir en faisant mine de ne pas vouloir réagir. Maxence Lambrec, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Australie. Oui, depuis la baie de Sydney, sous le soleil, Emmanuel Macron a décidé de répondre aux accusations de laxisme. Tant pis s'il enfreint sa propre règle de ne jamais parler de la situation en France depuis l'étranger. Le président a voulu marquer le coup lors de sa conférence de presse avec le Premier ministre australien. La journée du travail, c'est la journée des travailleurs, ce n'est pas la journée des casseurs. Il y a un Premier ministre et un ministre de l'Intérieur qui étaient sur place, qui ont pris les décisions qui convenaient. Il y a eu des interpellations qui ont été effectuées. Toutes les mesures ont été prises. Il y a un gouvernement, il y a un État. Il est dirigé et il continuera à agir. Et l'Élysée ajoute, Emmanuel Macron aurait été à Paris hier, ça n'aurait rien changé. C'est le préfet et le ministre de l'Intérieur qui ont tout coordonné. Gérard Collomb s'est même permis de réveiller le président cette nuit vers 4h du matin, heure de Sydney. Un coup de fil pour dresser le bilan des affrontements.
Comment pouvez-vous parler de laxisme quand il y a eu plus d'une centaine d'interpellations, conclut un proche du président. Lui qui s'est réveillé ce matin avec la mauvaise surprise de découvrir ces images parisiennes à la une de la télé australienne. Sydney, Maxence Lambrec, Europe 1. Bonjour Général Bertrand Soublet. Bonjour. Ancien numéro 3 de la gendarmerie nationale, vous avez vous aussi dénoncé hier après-midi dans un tweet l'absence d'autorité de l'État, une réaction sérieuse, l'absence de réaction sérieuse des forces de l'ordre. Vous pensez vous aussi qu'il y a eu défaillance, qu'on aurait pu empêcher les violences ? Vous savez, on ne peut jamais empêcher les violences. En tout cas, ce que je constate, c'est que manifestement, dans la préparation de cette manifestation et dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui, avec les manifestations de blocage à Tolbiac, Notre-Dame-des-Landes, on pouvait imaginer, d'autant que la préfecture de police avait reçu une note comme quoi c'était le cas, on pouvait imaginer qu'il y aurait un certain nombre de casseurs qui viendraient. Donc je pense que d'abord, il y a un excès de confiance, un manque d'anticipation dans la préparation et aussi une insuffisance de réactivité dans la conduite des opérations. 22 compagnies de CRS, tout de même, 1200 hommes déployés, c'est beaucoup, non ? Ça dépend comment ils sont déployés. S'ils sont déployés et qu'ils sont stockés dans des coins de Paris et qu'ils n'ont aucun ordre pour réagir quand il se passe quelque chose, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qui a péché ? Le manque de réactivité, le fait qu'on ait laissé casser pendant une demi-heure, ou ce que certains dénoncent comme on aurait pu procéder à des arrestations préventives, selon vous ? Je pense que il y a quelques années, on avait une politique qui était une politique de prévention, c'est-à-dire que on contrôlait, d'abord on faisait fonctionner le renseignement, ce qui a été le cas manifestement, et ensuite on comprenait un certain nombre de stations de métro au départ des casseurs et à l'arrivée des casseurs, et on procédait à des contrôles et à des arrestations et des interpellations préventives, ce qu'on ne fait plus. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord se féliciter ce matin du bilan humain ? Aucun blessé grave. Vous savez bien, Général, que c'est l'objectif numéro 1 de ces opérations de maintien de l'ordre, parce que un commerce, ça se répare, et un humain, pas toujours. Vous avez parfaitement raison de dire ça, sauf que ceux qui ont eu leur commerce cassé, c'est leur outil de travail et des fois l'investissement de toute une vie, vous avez du mal à leur expliquer ça. Et puis quand on voit les images à la télévision, c'est une image, j'allais dire, de chaos et de désordre et d'un manque de fermeté du gouvernement, et ça a l'air de devenir la règle. Les Français ne peuvent pas s'accommoder de cette situation, ça me paraît pas possible. Plus de 200 arrestations, un peu plus d'une centaine de gardes à vue. On est revenu au chiffre initial. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, s'était trompé. 109 personnes gardées à vue, donc selon les derniers chiffres. Est-ce que ce n'est pas à mettre aussi au crédit des forces de maintien de l'ordre ? Oui, bien sûr. Mais tout cela intervient après que les dégâts aient été causés et que tous ces casseurs aient pu prendre d'assaut la rue et puis se rendre maître des rues de Paris pendant un certain nombre de minutes. Et à mon sens, cela ne doit pas être le cas dans une démocratie comme la nôtre. Et on doit empêcher que des individus cagoulés puissent prendre la possession de la rue parisienne. En mettant davantage de forces de l'ordre dans les rues ou en intervenant plus tôt en organisant un dispositif qui permette à n'importe quel moment de la manifestation de pouvoir intervenir sur des gens qui se rendraient coupables des exactions qu'on a vues sur toutes les chaînes de télévision hier. Général Bertrand Soublet, merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. Il est 8h08. L'Europe voudrait changer le visage et pour cela changer radicalement la répartition de ses crédits. C'est une refonte du budget de l'Union européenne que va présenter aujourd'hui la Commission Juncker, un projet pour la période 2021-2027 avec moins d'argent pour les agriculteurs et les régions, mais davantage pour les chercheurs, les militaires ou les gardes-frontières. Isabelle Horry, vous êtes à Bruxelles pour Europe 1. Oui, les 27 veulent que le futur budget colle davantage avec les préoccupations des citoyens, à un moment où ceux-ci doutent justement de la valeur ajoutée de l'Europe. Concrètement, ça veut dire qu'il y aura au moins 20 milliards d'euros pour des projets de défense commune, une grande nouveauté, que le nombre de gardes-frontières européens pourra être multiplié par 5, mais aussi qu'il y aura des fonds pour aider les pays à intégrer les réfugiés qu'ils accueillent. Pour préparer l'avenir, la recherche et l'innovation devraient voir leur crédit augmenter de 50% et le budget du fameux programme d'échange Erasmus devrait doubler. Objectif, 15 jeunes sur 10 aillent étudier ailleurs en Europe. Tout ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui à Bruxelles les nouvelles politiques. Les nouvelles en opposition aux anciennes, comme la politique agricole commune et le soutien aux régions. Depuis des décennies, elles représentent l'essentiel des dépenses, mais cette fois, ce sont elles qui devraient faire les frais des économies qu'il va bien falloir faire quelque part, puisque le départ des Britanniques va laisser un trou d'au moins 10 milliards d'euros par an.
Bruxelles, c'était Isabelle Horry, la correspondante d'Europe 1. Autre impulsion européenne, mais là c'est pour tout de suite et ça nous concerne directement. Voici de nouvelles règles très strictes en matière de données personnelles. Elles vont entrer en vigueur à la fin du mois, le 25 mai, soit quelques semaines après le scandale Facebook, mais c'est un hasard de calendrier. Ça s'appelle le RGPD, Règlement Général pour la Protection des Données, et on va vous montrer ce que ça va changer concrètement. C'est l'enquête du 8h. Bonjour François Geffrier. Bonjour. Va-t-on enfin avoir un peu de transparence sur ce que les Google, Twitter, Microsoft ou Amazon font de nos données? Oui, et cette transparence, elle a commencé à arriver. Vous avez peut-être remarqué ces derniers jours des mails ou des alertes sur ces sites qui vous demandent de vérifier ce que vous leur donnez comme information. Ça s'appelle tout simplement le consentement et c'est une nouvelle obligation, explique Thomas Dautieux de la CNIL, la Commission Informatique et Liberté. On doit vous dire très clairement pourquoi est-ce qu'on collecte vos données, pour quelle finalité. On doit vous dire qui va être destinataire de ces données, qui aura accès à ces données, pour combien de temps on va conserver vos données, et on doit vous dire quels sont tous les droits que vous avez par rapport à ces données. Plus de transparence donc, mais ça n'est pas toujours expliqué très clairement. La députée rapporteure du projet de loi français me le dit elle-même, il faudrait parfois un master de droit pour comprendre. Zut. Elle critique aussi le chantage de certains comme Facebook, vous avez peut-être remarqué. Soit vous acceptez ces conditions, soit vous supprimez votre compte. C'est pas gagné. Si on veut s'affranchir de ces géants, François, c'est possible? Oui, et c'est un nouveau droit grâce à ces règles européennes, la portabilité de vos données. Vous en avez marre de Gmail ou Yahoo Mail par exemple, vous pouvez obtenir la copie de toutes vos données et les transférer, pourquoi pas, à un Français comme laposte.net ou un autre. Idem avec vos photos sur Instagram, vos historiques d'achat chez Amazon ou dans votre carte de fidélité de supermarché. Toutes les données que vous avez fournies quelque part, vous pouvez les récupérer et les transférer ailleurs. Cette portabilité permet même de créer des nouveaux services comme ceux de Tristan Nito de l'entreprise Cozy Cloud. Voici comment ça marche. Quand je consulte mes comptes bancaires, eh bien, je peux voir qu'il y a une facture téléphonique et si elle n'est pas le montant habituel, eh bien, d'un simple clic, ça m'affiche cette facture. Je peux regarder en quoi j'ai dépensé plus que d'habitude. Et si on combine ça avec un carnet d'adresses, on est capable de dire tant que machin, c'est elle qui me prend le plus de temps. Puis quand j'ai fini, je clique dessus, elle se ferme et je peux continuer à regarder mes comptes bancaires comme ça et continuer à mieux comprendre comment je dépense mon argent. Drôlement pratique ça. Qu'est-ce qui nous garantit, François, que ces nouveaux droits seront appliqués? La peur du gendarme et la peur des nouvelles amendes gigantesques de la CNIL. 20 millions d'euros pour une administration et 4% du chiffre d'affaires mondial pour une entreprise. Imaginez si Google devait faire un chèque de 3 milliards 700 millions d'euros, ça commence à faire. La CNIL, chacun peut la saisir sur Internet ou par courrier. Les citoyens pourront aussi former des actions de groupe. La seule vraie inconnue, c'est de savoir si les entreprises, les associations, les administrations seront prêtes à temps pour le 25 mai. Ouais, les promesses d'amende contre les GAFA ou les GAFAM, ça reste à voir. Ils pourront s'en saisir et peut-être qu'ils auront envie de faire des exemples s'il y a des grosses infractions. Merci à vous François Geffrier pour l'enquête du 8h. L'économie ce matin, c'est ce sondage que publie votre journal Les Échos, Daniel Fortin. Enquête Odoxa qui montre que les Français sont attachés à l'épargne, mais l'épargne sans risque, là où les rendements sont très faibles. Oui, le mot d'ordre, c'est la sécurité et la simplicité, deux valeurs cardinales au détriment, vous l'avez dit, de la performance qui ne recueille l'approbation que de 15% de sondés. Alors on le sait, les Français sont depuis longtemps fâchés avec les produits à risque. Ils ne sont que 3,7 millions à détenir des actions aujourd'hui. C'était 2 fois plus il y a 10 ans. Ce qui marche, c'est l'assurance vie, malgré un rendement faible, 1,6% pour les fonds euros en moyenne. Elle est la star absolue avec 1600 milliards d'euros stockés sur ses contrats. 44% des Français en détiennent et ils en redemandent. Mais pourquoi cette frilosité qu'on ne voit pas par exemple dans les pays anglo-saxons? Alors il y a bien sûr des explications culturelles, mais il y a une autre raison, c'est que les gouvernements successifs qui cherchent tous à diriger l'épargne des Français vers les entreprises ont été incapables de créer des produits attractifs. On a essayé les contrats euro-croissance, les PERP ou encore les PEA-PME, tous ont été des échecs. Et Bercy, qui veut à nouveau réformer l'assurance vie dans les prochaines semaines, devra faire preuve d'imagination pour inciter les Français à adopter une épargne plus dynamique. Daniel Fortin des Échos, merci. Tariq Ramadan devrait rester en prison. Le prédicateur visé par 3 plaintes en France pour viol va sans doute voir sa nouvelle demande de mise en liberté refusée aujourd'hui. Le parquet et les juges s'y opposent, en tout cas, a révélé son avocat, maître Emmanuel Marcini, qui était notre invité tout à l'heure à 7h20. Europe 1, 8h14. Football, le Real Madrid en finale de Ligue des Champions. Les hommes de Zidane ont fait match nul face au Bayern Munich hier soir, 2-2, avec un doublé de Benzema. Ce soir, match retour de l'autre demi-finale. La Roma reçoit
Liverpool. Et puis, mardi prochain, mardi 8 mai, ce sera la finale de la Coupe de France entre les Herbiers et le Paris Saint-Germain. Pour le grand public, la billetterie du Stade de France ouvre ce matin, mais les Vendéens peuvent acheter leurs billets depuis une semaine et les places s'arrachent. Reportage aux Herbiers, Mélanie Nunes. Depuis plusieurs jours, la caisse centrale du supermarché édite des centaines de billets. Bonjour, il me faudrait 12 places pour le match des Herbiers. Une place, 2 places. 3 places. C'est le plan donc du Stade de France. Les Herbiers vont être situés sur toute cette zone nord. D'accord. Pourquoi c'est important d'aller les voir jusqu'à Paris? Côté spectacle de l'histoire, et puis ça arrivera peut-être pas une autre fois, donc faut en profiter. Pour obtenir son précieux ticket d'entrée, il faut d'abord faire plusieurs heures de queue. Le premier était arrivé à 6h30 sur le parking et la billetterie ouvrait à 9h30. Le premier jour, on a vendu environ 1600 billets et depuis, on est autour de 500 par jour. Alors vous avez votre précieux sésame en main? Oui, ça y est. Ça va, vous n'êtes pas trop mal situé? C'est le virage derrière le but, mais avec tous les Herbiers, donc c'est le principal. Moi, je suis jamais allé au Stade de France. On va faire la fête. On est à fond derrière eux. Puis chaud, évidemment, le gardien, mais bon, on espère qu'il va arrêter les tirs des Parisiens. Vous avez déjà un pronostic sur le match? 1-0 pour les Herbiers. Près de 15 000 places ont été d'ores et déjà vendues aux Herbiers, soit à peu près la population totale de la ville. Aux Herbiers, Mélanie Nunes, Europe 1.